nous avons Joseph Dissert qui nous parle de ce New Space. Nous avons Raoul qui n'est pas avec nous en personne, mais pour de très bonnes raisons, parce que Raoul donc fait son doctorat. Il a une très bonne raison pour ne pas être avec nous cet après-midi, car le premier lancement donc de PLD est prévu pour ce soir, très tôt ce matin, très tôt demain matin. Donc je comprends vraiment que vous ayez préféré être là-bas, sur place. Mais vous êtes avec nous en vidéo. Et nous avons également avec nous David pour Exotrail. Je dois dire que David fait partie du Paris Air Forum chaque année. David représente Exotrail. Et nous allons donc tenter de répondre à cette question. Mais je voudrais vous mentionner le fait qu'il y a 5 ans, en 2018, nous avons commencé à travailler avec les startups et à faire participer les startups au Paris Air Forum. Et c'était la première fois que c'était le cas lors de ce forum. En 2018, la question était très intéressante. La question était la suivante. Le New Space... L'interprète s'excuse car le son est très mauvais. Je dois traduire en français pour David. Donc voilà, la question c'est la suivante. La question avait donc beaucoup plus de doutes que d'espoir, contenait donc plus de doutes que d'espoir il y a 5 ans. 5 ans plus tard, nous voyons beaucoup plus de ces startups qui sont déjà en orbite. Donc je pense que 5 ans plus tard, nous voyons de nombreux satellites de startups en orbite. Nous ne parlons plus d'une vision, mais d'une réalité. C'est à cela que nous devons donc faire face. Mais quelle est la réalité? C'est à cela que nous devons répondre. C'est cette question. Quelle est la réalité dans l'écosystème spatial européen? Je voudrais analyser chaque mot de cette question et les analyser un par un. Tout d'abord, êtes-vous bien intégré dans l'écosystème spatial européen? Numéro 2, est-ce l'écosystème spatial qui est intéressant ou le système client? Car l'écosystème spatial fait partie donc d'autres systèmes différents et finalement, est-ce l'écosystème européen qui est intéressant pour vous ou l'écosystème mondial? Ce sont ces points que je voudrais prendre en compte, que je voudrais considérer maintenant. Je vais vous donner la parole un par un. L'interprète s'excuse car le son est très mauvais. Je pense que nous allons essayer d'organiser un discours donc interactif pour ne pas perdre notre public. Je vais peut-être commencer pour la première question par donner la parole au CNES et donc à François. Quelles sont vos perspectives sur donc, la première partie de cette question? Oui, le CNES est donc une start-up qui a 16 ans. Je vais donc répondre cette question avec précaution. Pour votre première question, par rapport à l'intégration des startups dans l'écosystème européen,
Je dirais que, comme vous l'avez mentionné il y a 5 ans, nous avions donc des acteurs européens qui nous disaient que les startups n'étaient pas intéressantes au niveau financier, par exemple. Aujourd'hui, nous en voyons plus dans l'écosystème européen et nous en sommes très heureux et nous essayons de les soutenir. Nous voyons des startups qui agissent comme fournisseurs, mais également comme clients. Et nous voyons que ça bouge très rapidement à ce sujet. Est-ce que vous vous sentez fournisseur, client ou compétiteur dans cet écosystème? L'interprète s'excuse car on n'entend rien du tout. Prométhée a une position très spéciale et a de très grandes ambitions en termes d'infrastructure pour les clients, que ce soit en termes de données, de services. Nous sommes des partenaires, des clients. Pour répondre à votre question, pour être intégré à l'écosystème européen, nous devons partager la mission de souveraineté européenne. C'est le point de départ. Les États-Unis et la Chine sont en avance. Et en termes d'observation, c'est compliqué. L'interprète s'excuse, il est impossible d'interpréter. The two aspects, Europe and world market, and that's a very interesting aspect. You need the both. We shall come back to that. So, David, how do you feel yourself? Very well in general, but I think the answer is more than 5 years. 5 years ago, probably on that panel, maybe at that time I got the nuggets thing. But I think there is an ecosystem first that involves large companies, small companies, and space agencies. So we are more integrated in that ecosystem, much more than, startups are more integrated in that ecosystem than 5 years ago. I do hope that we are much less integrated than in 3 years. So I think I've got mixed answers, which are the discussions before on the defense topics in France. I think introduced that quite well. So we on our side we're working with a lot. I had some tests on my Mac, so yeah, it's working. So we're working with DGA, CDE, CNES, and so on. And so I've got live translation on my right. And later, where I think that in order to really go to the next step, which is being considered as startups, not as startups, but as a regular company, I think we still miss some opportunities, and in some cases we still need to go further. I think we've done our role. All the parties have done their role from 5 years ago. When the question you were asking me every time was, when are you in space? Now we have on Monday 2 new thrusters in space on the last Falcon 9 launch. So I think that's done. The financial private investors, there are a few there. They've promised that I would quote them: Innovacom, Carista, 360, BPI, Resideo, and so on. They've done their part as well. I think that the institutions also have done their parts. With CNES, we have a lot of different contracts, and
some of them are operational contracts, actual operational contracts, so propulsion on Yoda, some space drop services on the space van. We need to cross that step with other agencies, but they do also a lot. So we all together need to cross the next step, which is, okay, it can be, Airbus, Thales, Exotrail, iSpace Lab, Prometheus, ISAR. We don't really care. It can be some of them together. All of the companies in that panel, they're all either customers or partners. I think we're still not there yet, but I'm confident that we can be if we take the right steps and solutions. Okay, thank you. So now we are going to the launchers. And so how do you feel yourself, Joseph? Do you consider yourself as a supplier or a competitor? Well, it depends on who you're talking about. I would say I am talking to you. So okay, yeah, I'm not the competitor with myself, I hope, but no, but in the ecosystem, how do you see that? And especially on launchers, there was a discussion at the beginning of the afternoon, and especially in terms of sovereignty and commercial. And I must say that I would like to know how you, the new enterprise for access to space, how do you consider your relationship with the other members of the ecosystem? Well, to be honest, I don't consider myself too much competition. So you talked about that 5 years ago, you started to integrate the startups into this forum. That was pretty much when we were founded. So ESA Aerospace founded 2018. We did not have in mind to be a competitor to any of the existing players. You can see it just alone in the size of the launch vehicles. We cannot compete with Vega, we cannot compete with Soyuz. That was still a massive player 5 years ago. And we cannot compete with Ariane 5 and coming up Ariane 6. So that's just a very different class of vehicle. We decided very actively to go for a small class of vehicle that has not launched in Europe yet. Maybe Raoul will change that today. So the best of luck to you. And in that regard, we have no European player yet that has successfully done it. So we don't consider ourselves competition. We see ourselves as an addition. Nous ne voyons pas comme de la concurrence, mais comme un ajout. Il y a d'autres endroits en Europe qui visent le même marché. Ça montre simplement que ce marché existe. Et ça montre que nous faisons ce qu'il faut. Nous regardons également de l'autre côté de l'Atlantique. Les Américains qui entrent sur ce marché, on doit y être aussi au niveau de l'Europe. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez? Yes. So first of all, apologize. Non, là, c'est pas possible. With you guys, but it was impossible because of that. We have a window this night, so there are a big storm here in the south part of Spain. So we are having a look at the weather balloons today. So the chance to do the attempt today is not that high, but we will try to continue, let me say, our development and to learn and to demonstrate things. So sorry for that, to stay here in the video. So for us, I think we feel like PLD Space is quite, let me say, well integrated in the ecosystem because we started the company in 2011. So we have long relationship with the current and with the, let me say, historical players like ESA, Kines, European Commission, CSG guys. So we are very proud to be, let me say, integrated here. And if it's good or not, for us, it's not the question because, we didn't, let me say, see any difference between new and old space. For us, that topic has no sense at all. So we are trying to do our best. As Joseph mentioned, we saw that opportunity, that market that today it's quite confirmed that there is opportunity there. And in terms of competition, the very, let me say, real fair competition between all the
the small launchers company in Europe, I think it's good for Europe because competition is good. We can put the price in the proper point. We can go to have more cadence in terms of launch recurrencies. So I think that it's good. So and being a company at the end of the day, we are seeing, let me say, the business part of the space industry. So there are no good or bad integrated. You will be profitable or not. So, and as we understand, this is a very long, let me say, term business. So this is our view today. So we are quite well integrated because we are still here for a long years ago today, and happy to compete with amazing companies in Europe to try to be more competitive at a global level. Okay, so we shall come back on that point later. Now, let's take the space ecosystem versus the, again, what I have called customer ecosystem. And this is just to take what Olivier was saying, because you are looking at the end-to-end value chain, meaning that you wish to be as close as possible to the end customer. But so in that case, my feeling is that you consider yourself more on the customer side or on the satellite side. Maybe in other words, are you sure that starting by making satellites makes you close to the customer? But in fact, we believe that there are two phases. The first phase is to get space, national and European support in terms of financing, or better, even public orders, will bring you credibility, and you need credibility at the beginning, and in parallel will allow you to build your first infrastructures. But after that, very quickly, I give the example of France. If you like new process like France 2030, you got national customers. Then, if it works in France, you will get B2G, I would say export customer. Then you will go to B2B. Then you will go finally to B2C. And there is not, it's not space, it's not Europe, it's the world market. Then the world is an oyster. And you start. And you cannot start alone, I would say, in big space project. You need to be space, you need to be European, and then if you succeed, with the help and this support, you will reach and you would have to fight and be close to the customer. So, David, have you views? Which are your views on that? So I think that there are really two questions, which is that are you customer oriented and are you upstream or downstream? So we are very much an upstream space company, so our customers are space company, but arguably it does not mean that we are not customer oriented, because I think that when I started ExoTrail, that what I realized that I actually still at that time a lot of companies were not so much interested about the problems that les entreprises n'étaient pas intéressées par le problème. Does that work? Okay. That's a very stylish effect. Okay. Is it better now? Yeah, it sounds better. Anyway, so I was saying, what was I saying, Jean-Jacques, again? Yeah, I was saying that, so we are, I realized that a lot. It's you. I guess that's me. Tu vois, c'est pas le micro, c'est toi. Right. Okay. Maybe I'm too. Oh yeah. Maybe I'm too. That's right. I'm supposed to have an engineering degree, so I should understand what's happening. Okay. Do you hear me like that or not? No. No. I don't think it changed anything, no. Try to talk. So I tried to talk now. No, it's not you. That's not me. Okay, let's try it out. Okay, so no, can you hear me like that or not? Yeah. Okay, so, even without the mic? Okay, cool. So what I was saying, Jean-Jacques, you will not take that time into account in my, was that what I realized when we started ExoTrail is that a lot of companies were more
interested in the solution that was being built rather than the problem that was being solved. And so I think that you can be downstream and be solutions oriented. You can be upstream and customer oriented. Well, we are upstream company clearly, so we provide logistics, transportation solutions for space. But we've tried, and I think we've been known for that, to be really customer problem oriented. So that it was not really the mobility solution that was important, but more solving the problem. And that explained why then we came up with a portfolio of solutions to solve these problems. I think that you don't need to be downstream. I think that people like Prométhée do need obviously to be downstream, because that's what matters is it depends which problem you are solving and for whom. But I think that in any case you need to focus on what is the actual value that you're bringing, and not so much about how you bring it. So I don't know if that solves your question. Sorry for the whole thing. Oh, thank you. Maybe I shall ask François. Do you consider that you can be in the space ecosystem without being in space per se? Let's say there are some companies which are in space, but without any space assets. And how do you see that in CNES? Okay, in fact, Jean-Jacques, this story about microphone is very funny, because as I told you, people were thinking 5 years ago that startups will be a financial bubble, but in fact, it's a microphone bubble now. But so about your question about do you need space assets in orbit to be able to sell space services? That's definitely clear that we see a lot of startups dedicated to downstream application, etc. So usage of data, and it's exactly what we are seeing in the French ecosystem. We are supporting now the creation of one startup per week. That's just big numbers, and 2/3 of them, in fact, are downstream startups. So, and that means that they don't have space assets. But at the same time, you need some of them, some startups and some new infrastructures. If you don't have space infrastructures, it's the same story as you need launchers, access to space to be able to have satellites. So you need to have the whole value chain, so you need in your ecosystem to have all the value chain. And it's exactly what at CNES we were mobilized on, because when you mentioned, for instance, France 2030, we are investing 1.5 billion in new space, but in all the area of space, access to space, in-orbit services, SSA, new markets, and also downstream markets. So you need to have all that value, all that ecosystem. If you miss one brick, in fact, you will leave the market. Second story, what is important in the economic value? Le deuxième point important, c'est la valeur économique. La valeur économique qui est vraiment downstream. Vous savez que 90% de la valeur de l'espace et l'utilisation des données, la connectivité, etc. Ce qu'on voit également, c'est que certaines startups sont dans les deux domaines, car ils ont des infrastructures et travaillent donc vers le bas. Mais par rapport à votre première question, ce qu'on voit, c'est quand on fait partie de deux écosystèmes, on double ses chances, son taux de survie, et ça peut être très important pour les startups. Très bien, maintenant je vais passer aux lanceurs. Vous êtes vous-même, vous travaillez donc vers le haut, car tout commence par votre lancement. Et comme François le disait, l'économie de l'espace
touche environ 400 milliards d'euros, mais 2% de cette valeur économique est dédié au service de lancement. Donc vous représentez 2% de l'économie et les satellites 5%. Mais d'un autre côté, il est clair que sans les lanceurs, il est très difficile d'avoir accès à cela. Alors comment considérez-vous cette question? Daniel était dans la séance sur les lanceurs. On parlait de verticalisation. Qui est ce que vous faites donc pour les lanceurs, mais comment voyez-vous donc, comment envisagez-vous les prochaines étapes de la verticalisation? SpaceX a commencé par faire des lanceurs et maintenant ils font des satellites de télécom. Ils ont commencé par les lanceurs, mais ils entrent maintenant dans la véritable économie en faisant Starlink. Donc comment vous considérez-vous en tant que start-up? Merci pour cette très bonne question. Oui, nous avons commencé, comme je l'ai dit, par les lanceurs, car ils sont importants. Ils représentent la première étape de la chaîne de valeur et c'est une étape très importante et j'espère qu'elle représente un petit peu plus que 2%. Oui, pas de problème. C'est une petite partie, mais c'est un facteur très important. Quand nous nous intéressons à l'histoire de notre entreprise, au début, sincèrement, nous avions des problèmes à s'intégrer dans l'écosystème spatial européen, qui était dû surtout au fait que nous avions fondé l'entreprise quand j'avais 27 ans et nous ne connaissions pas de nombreuses personnes, de nombreuses agences ou de nombreux acteurs en général. Donc, nous ne connaissions pas les fournisseurs ou les bons fournisseurs. Donc, en raison de ce besoin, nous avons commencé à travailler sur cette intégration verticale qui est également beaucoup plus rentable quand tout est développé donc avec les partenaires externes. Donc c'était une véritable nécessité pour nous au début. Aujourd'hui, en 2023, notre business clé est donc les véhicules de lancement. Vous avez mentionné SpaceX et Starlink. C'est l'un des exemples les plus marquants dans l'industrie. Nous n'avons pas pour objectif d'entrer en compétition avec eux. Plutôt, je voudrais dire que dans l'écosystème européen, nous sommes de plus en plus intégrés, nous avons intégré de plus en plus de facteurs et c'est très important pour nous en tant qu'entreprise. Et nous avons intégré beaucoup d'aspects avec des partenaires downstream. Certains d'entre eux sont ici et d'autres également. Et nous avons l'impression que dans l'écosystème en général, nous pourrions peut-être réussir à faire quelque chose comme Starlink ou un modèle commercial un peu similaire. Et bien sûr, nous pouvons avoir un rôle à jouer important. Alors, Raoul, comment envisagez-vous la question? On ne vous entend pas. Vous êtes en muet. Raoul, nous ne vous entendons pas. Bonjour, c'est bon? Oui, l'équipe technique a changé beaucoup de choses. Il y a eu des problèmes de son. Donc oui, nous partageons cette vision, cette intégration verticale. Nous avons souffert au début en essayant de donc faire des contrats avec d'autres partenaires dans l'industrie des lanceurs. Aujourd'hui, nous voulons développer nos constellations de notre façon. Nous ne voulons pas entrer en compétition avec nos clients actuels. Nous voulons aider nos clients. Nous voulons aider nos utilisateurs actuels de services de vol et nous voulons aider les entreprises dans leur domaine. Car pour nos opérateurs de satellites ou nos fabricants, nous leur donnons des opportunités et si
leur commerce fonctionne bien, nous allons en vendre plus également. Donc, nous voyons cela à l'avenir, nous envisageons cela. Nous espérons que cela se passera dans le futur, mais sincèrement, de notre perspective, nous planifions de lancer quelque chose de bientôt. Nous essayons d'aller au plus vite avec le développement, mais nous voulons y aller étape par étape. C'est voilà donc notre approche aujourd'hui. Mais d'un autre côté, nous comprenons assez bien les besoins de l'industrie, les besoins de l'utilisateur final qui affectent toute la chaîne de valeur de l'industrie. Donc comprendre correctement ce que l'utilisateur veut recevoir de l'espace en termes de données, de défense ou de... Nous devons comprendre correctement les besoins de l'industrie et nous pouvons donc ajouter plus de valeur. Nous pouvons modifier, offrir des services plus personnalisés de lancement à nos clients directs. Comme nos collègues l'ont dit, l'industrie spatiale est liée donc aux entreprises et aux clients à la fin. Et donc dans cette chaîne, nous ne devons, ou plutôt il est important de garder à l'esprit les besoins du client final, même si l'on est une entreprise qui est placée donc tout en haut de la chaîne de valeur. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer au dernier sujet, qui est certainement le plus important. Faire partie de l'écosystème européen, cela limite-t-il votre périmètre de travail en Europe? Comment pouvons-nous faire partie de l'écosystème européen et être compétitifs sur le marché mondial? Car il s'agit certainement du marché le plus important pour vous. Alors, comment envisagez-vous cette question? Comment l'Europe vous permet-elle d'être compétitif sur le marché mondial? Qui veut commencer? Oui, je voudrais vous parler de crédibilité. Souvent, quand on parle aux clients d'exportation, ils vous demandent qui vous êtes. Ils parlent également, par exemple, de la Chine qui leur propose quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est une question de souveraineté européenne. Nous n'en avons pas beaucoup parlé et je pense que c'est un avantage que nous avons, même si nous sommes un petit peu en retard au niveau technologique. Et de nouveau, voilà, c'est un mélange de mes réponses précédentes. Si on est disruptif en tant qu'entreprise New Space, nous devons être disruptif et rapide. Voilà donc les deux aspects à garder à l'esprit. Et si vous êtes disruptif, je dirais que au niveau upstream, les effets seront importants vers le bas et nous changerons le système et nous mettrons en place des capacités donc à moyen terme et les effets sur le marché pourraient être multipliés. David, vous faites partie du marché mondial déjà, oui. Oui, la plupart de nos clients sont basés hors de l'Europe. Dans certains cas, nous sommes également placés sur le marché européen. Et c'est également lié à Iris 2 et je pense que c'est intéressant d'en parler également. Donc,
Des financements ont été donnés à l'Europe. Ce serait très intéressant de s'y intéresser également. Mais voilà, ce qui est important, c'est que nous avons des clients au Canada, aux États-Unis, qui ont une agence spatiale très connue. Nous en avons également au Japon, à Singapour, en Belgique, en Inde. Nous avons de nombreux clients partout. En termes de nombre d'entreprises, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres plus récents, mais je pense que peut-être 17% sont basés hors de l'Europe. Et ça peut être à la fois commercial, mais également des clients institutionnels pour des missions institutionnelles comme l'initiative Star Trek en Corée. Donc je pense que les opportunités mondiales commerciales sont importantes et tant que l'on essaie de comprendre les besoins du client et qu'on essaie de construire les bonnes solutions, eh bien, la plupart des complexités de l'exportation peuvent être solutionnées. Et voilà, donc c'est lié à la question précédente. Il faut parler aux clients, essayer de comprendre leurs problèmes, ce qu'il faut résoudre, et tout se fera de la bonne manière, je pense. Alors, oui, bien sûr, nous avons des clients européens et nous avons des clients hors Europe. Je pense qu'effectivement, je peux le dire parce que c'est de l'information publique. Nous collaborons avec Exetrail et nous sommes ravis de cette collaboration. En règle générale, les entreprises européennes doivent être concurrentielles sur un marché mondial, pas juste en Europe. Je pense que c'est la clé de notre succès et de l'avance que nous avons en Europe. Alors, comment l'Europe peut-elle nous aider? Eh bien, je pense qu'elle peut commencer tout d'abord par permettre la formation, la croissance de jeunes entreprises concurrentielles, compétitives. Je pense qu'on parle beaucoup écosystème ici. L'Europe a une fantastique infrastructure. Si elle le voulait, ce serait fantastique si les agences, les gouvernements, les organisations pouvaient s'en saisir pour soutenir les jeunes entreprises européennes de taille moyenne aussi, les plus anciennes, pas de souci, bien sûr. Mais je pense que ce qui peut également servir de booster pour les jeunes entreprises comme la nôtre, c'est quand les gouvernements, les agences comme l'ESA par exemple, ou comme d'autres en Allemagne, eh bien, quand elles agissent comme clients, on a pu voir dans notre histoire quand le gouvernement allemand a acheté 2 lanceurs pour 11 millions d'euros. C'est un tout petit investissement par rapport à ce que ça coûte normalement, mais pour nous, ça nous a permis un investissement privé bien plus important. Et donc, finalement, c'est assez bon marché pour les gouvernements européens et en même temps, ça permet aux startups, pas nous simplement, mais d'autres, ça les aide bien à grandir et à devenir compétitifs sur le marché mondial. Donc, je pense que c'est tout à fait ça que nous devons cibler. François, êtes-vous prêt à devenir un client de lanceur? Alors, vous le savez, c'est exactement ce que nous avons en tête. Vous savez peut-être également que nous avons décidé d'investir dans une nouvelle base de lancement pour les micro-lanceurs, donc pour soutenir en fait le marché croissant des micros et mini-lanceurs en Europe. Donc, c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de soutenir l'écosystème. Nous avons différents types
d'appui que nous pouvons donner aux entreprises, que ce soit des grandes entreprises, des startups, recherche et développement, expertise, etc. Ce qu'on doit également faire, et je suis certain que c'est ce que vous cherchez maintenant, c'est une question de compétences. On peut voir qu'il y a un écosystème en pleine croissance, beaucoup de nouvelles entreprises, un marché très fort pour les talents. Et donc, on doit également se montrer très prudent en matière de formation. Et c'est exactement ce que nous faisons. Cette année-ci, nous lançons une nouvelle formation technique appelée Tech in Space, qui est ouverte aux startups et à d'autres. L'idée ici est de véritablement soutenir l'ensemble de l'écosystème, depuis l'individu jusqu'à l'entreprise, le consortium, etc. Et bien sûr, le client de tout cet écosystème. D'accord. Raoul, quelque chose à ajouter? Si vous êtes toujours là. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous avons une expérience similaire. Nous avons des clients un peu partout dans le monde, en dehors de l'Europe. On a évidemment aussi en Europe. Comme nous sommes un acteur local, c'est plus facile de trouver des contrats ici au niveau local. Mais pour vous mettre un chiffre, 70% de nos financements viennent d'investisseurs privés. Les 30% restants viennent du secteur public. Nous n'avons pas de subventions à l'heure actuelle. Ce sont des contrats, mais les soutiens pour les contrats publics sont arrivés d'abord quand je reçois 1 million d'euros, un contrat de 1 million d'euros par le gouvernement, je peux en lever 5. Et donc, évidemment, ça permet de faire la promotion à tout le monde. Et il faut se dire que ce sont des petits programmes, je pense, actuellement, pour donner des plateformes aux nouveaux venus. Donc, je pense que ce serait une manière rapide de développer cela, que ce soit pour les entreprises plus matures ou pour les nouveaux comme moi. D'accord. Alors, il me reste une petite question du public. Voilà, si vous avez une question dans le public, je vous donne la parole, je vous donne le micro. D'accord, je vous remercie. Ma question, c'est Iris 2. On en a parlé ce matin. Comment prévoyez-vous de vous intégrer avec ça? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de fournisseurs. Est-ce que vous voyez, comment vous voyez-vous? Comme fournisseur de services ou fournisseur? En fait, j'ai deux casquettes. LSI, comme entreprise qui développe une partie de la constellation, je peux être en concurrence et peut-être que je gagne, peut-être que je perds. Peut-être, en tout cas, de notre côté, ça ne va pas changer beaucoup. Si je prends ma casquette contribuable, je vais vous dire la chose suivante. Avec Exotrail, on s'est battu pour être fournisseur officiel et ça a été rejeté parce qu'on n'est pas le consortium principal. Alors, je ne pense pas en fait qu'on ait une véritable explication, simplement nous ne sommes pas le consortium principal. Donc, vous avez des grands consortiums qui se créent, si vous n'en faites pas partie, eh bien, c'est fini pour vous. Alors, effectivement, il y a une couche qui est une couche
push de 40 millions dans un programme de 12 milliards qui est réservé pour l'innovation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin de conditions équitables. Nous avons vraiment besoin de conditions équitables parce que vous soyez une start-up, bon, peu importe, si vous avez le meilleur produit, alors vous devez gagner. Et aujourd'hui, je pense honnêtement que ce n'est pas le cas. Et c'est aussi simple que ça. C'est peut-être le cas pour CNES. Et je ne dis pas ça parce que François est là. Il y a différentes missions ici. Voilà, peut-être que c'est accéléré. En tout cas, ça fonctionne. Nous avons quelques difficultés avec le niveau français aussi, mais ça fonctionne. Au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, honnêtement, je pense que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Évidemment, on peut en débattre. Hein. Mais bon, voilà, on peut prendre une minute de plus pour ces dernières tables rondes. Je veux simplement dire que je ne voudrais pas entrer dans cette discussion en l'absence de la Commission européenne. Joseph, oui, le temps est écoulé, je pense, mais je voudrais vraiment rebondir sur ce que David a dit ici, parce que nous nous trouvons exactement dans la même situation. On aurait vraiment aimé avoir plus de compétitivité pour des bonnes idées. Nous pensons, comme vous, que les meilleures idées sur le marché, les meilleures offres doivent gagner. Actuellement, nous ne faisons pas partie de ce grand consortium, donc on se bat pour ces 40 millions d'euros et honnêtement, c'est une aumône pour notre entreprise. Notamment parce que ça sera distribué dans toute la chaîne de valeur, donc ça fera quelques miettes, c'est quelques pourcents, donc il n'y aura pas grand-chose pour nous en tout cas, mais on aurait bien aimé voir ça davantage à l'avenir en fait, c'est d'avoir voilà, de meilleures chances en Europe. D'accord, je suis désolé, je dois vraiment m'arrêter là. J'aimerais conclure et je conclurai en disant que les startups qui sont ici aujourd'hui sont toujours prêtes à être concurrentielles et pour moi, c'est un très bon signe. Et donc, j'espère que vous allez rester concurrentiels et que vous allez réussir. Merci beaucoup. Passez une belle journée.